Bienvenue sur Horrat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. L'épisode de ce soir sera consacré aux libertés fondamentales. Un collectif d'expertes et d'experts a présenté et publié un document de travail en mars 2023 sur ce sujet, en proposant des réformes qui vont au-delà du Code de la famille et qui proposent une révision aussi de la Constitution, du Code pénal et du Code de la nationalité. Ce collectif est composé de 8 membres complémentaires et paritaires, chacun expert dans son domaine. Je les cite. Donc il y a Mme Asma Al-Mrabet, M. Driss Benhima, Mme Yasmina Baddou, M. Jalil Ben Abbas Tarji, Khadija Al-Amrani, Shafiq Shraibi, Monique El-Grichi et Mohamed Gaizi. Pour parler de ce travail, de sa méthode, de ce timing et de ces réformes nécessaires pour davantage de liberté et d'égalité, je reçois exceptionnellement 2 membres du collectif, Jalil Ben Abbas Tarji, chef d'entreprise, et Mohamed Gaizi, ingénieur. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horrat. Bonsoir madame, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. C'est nous qui vous remercions. Écoutez, c'est gentil. Alors, ma première question, c'est, avant de parler en fait de ce travail, de ce collectif, de ce livre, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a mené vers l'associatif, vers le plaidoyer. Est-ce qu'il y a un rapport entre les affaires et ça, ou c'est pas antinomique? Aucun, si vous me permettez. J'ai répondu à votre invitation, dont je vous remercie à niveau, en tant que citoyen militant, et en tant que militant convaincu. Le chef d'entreprise, lui, il reste dans son bureau. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas de confusion et il n'y a pas de contradiction. Non voilà. plus. D'accord. Et M. Gaizi? Donc tout à fait. Donc moi j'ai pratiqué, si vous voulez, le domaine associatif beaucoup juste après avoir terminé mon parcours professionnel. Et ce qui m'a poussé vers ça, c'est bien sûr l'amour du pays. Donc il y a beaucoup de choses à faire et la société civile reste incontournable. Quoi. Tout à fait. On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire et autant faire sa part. Alors, revenons donc au travail du collectif. Donc, vous avez édité, publié ce texte, Liberté fondamentale au Maroc, proposition de réforme. Donc, je le montre à l'écran. Il est publié en français, mais aussi en arabe. Il a d'abord été pensé en arabe, puis traduit en français, chez les éditions Le Fennec. Donc, bravo messieurs. Alors, ce livre est un véritable plaidoyer. Qui plaide pour une réconciliation entre les 2 référentiels, religieux, universels. Alors d'abord, comment est née cette idée de collectif et pourquoi ce timing finalement? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce travail-là? Alors pourquoi d'abord? C'est un souci militant, c'est une dynamique militante. Cela fait des années que moi-même, avec un noyau constitué par Gaizi, Driss Benhima, avions pensé à ce projet. Nous avons très vite été rejoints par les experts que vous avez en 2 vagues. D'abord Mme Mrabt, Mme Khadija Al-Amrani, etc. Et ensuite Mme Baddou et professeur Shraibi, Mme Le Grichi. Nous nous sommes très vite retrouvés autour d'un projet commun. Alors pourquoi à l'époque? Parce que je vous rappelle que nous avons démarré notre projet en mars. C'était avant le discours royal. Tout à fait, 4 mois. 4 mois, c'est, je dirais, un hasard ou une réflexion opportune. En tout cas, ce qui nous a beaucoup conforté, c'est que 4 mois plus tard, après le début de nos travaux, il y a eu le discours royal qui, pour nous, est la référence. Et sans aucune espèce de complaisance, ça a été un vrai boost et un véritable encouragement, implicite bien sûr, de notre travail. Ce qui fait que nous avons redoublé d'efforts. Nous tenons à noter tout de même, alors premièrement, c'est que nous sommes un groupe de travail non partisan. Deuxièmement, que vous l'avez dit en introduction, que notre champ de réflexion et nos champs de proposition est très transversal. Naturellement, nous avons tout à fait conscience, comme il en a été le cas dans le discours royal, que la Moudouana sera la pièce maîtresse, mais il n'y a pas que ça, vous l'avez cité, la Constitution, le Code pénal, le Code de la famille, le Code de la nationalité et des textes divers. Pourquoi maintenant également? Parce que nous avons pensé qu'en 22, et aussi 23 d'ailleurs, et peut-être aussi 24, oui. Si tout va bien, ce sont des années non électorales, donc entre guillemets non politiques, même si on fait de la politique tous les jours. Et on pensait que c'était des périodes entre guillemets relativement apaisées qui pouvaient permettre un débat plus serein, plus apaisé, sans trop de polémique.
je le dis souvent, cette fenêtre non électorale se avec passe... un gouvernement plus ou moins... Oui, ça c'est le deuxième élément, absolument, qui est regroupé dans les composantes, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut être optimiste quant au soutien qu'on est supposé avoir. Et je peux dire aujourd'hui que le premier parti qui nous a reçus d'une manière, on va dire, relativement formelle, c'est le parti qui dirige cette majorité, puisque nous avons été reçus, pas plus tard que la semaine dernière, par la direction, on va dire, de la commission féminine du RNI, comme nous avons eu aussi des échanges informels avec d'autres organisations politiques. Et nous attendons d'autres rendez-vous, Inch'Allah, pour continuer le service après-vente de ce document. Ce document, c'est un document qui se veut un document de travail, dans lequel, vous le constatez en le lisant, il y a des constats, un diagnostic et des propositions. Donc c'est vraiment un document de travail qui est soumis au pouvoir public, au pouvoir législatif, et évidemment, en dernier ressort, au pouvoir exécutif, évidemment. Alors justement, dans ce plaidoyer, vous abordez donc la question, donc c'est une réforme globale qui va au-delà de celle du Code de la famille, parce que vous abordez également la question des libertés individuelles, c'est-à-dire les relations sexuelles en dehors du mariage, la liberté de conscience, la peine de mort, l'avortement, les enfants nés hors mariage. En fait, vous proposez de revoir toutes ces questions qui interrogent aujourd'hui la société civile, en tout cas une partie de celle-ci. Pensez-vous que le contexte aujourd'hui soit favorable? Donc on m'avait dit, effectivement, nous sommes en période, on va dire, plus ou moins non électorale. Mais ma question, c'est justement, est-ce que la société marocaine est prête pour ce grand changement? Donc tout à fait. Donc vous avez, si vous voulez, dans votre question, deux volets. Le type de sujets que nous avons traités et qui sont un peu compliqués. Et nous avons donc le contexte actuel politique au Maroc. Au niveau des questions traitées, nous avons traité pratiquement tout sujet qui nous paraissait important, indépendamment de quoi que ce soit. Pourquoi? Puisque tout simplement, je crois que le rôle de personnes qui voudraient que ce pays évolue vers le mieux, pour un meilleur avenir pour nos enfants, se doit de traiter les problèmes d'une façon directe et franche. Évidemment, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que la société est prête? Nous le croyons, franchement. Nous croyons que la société marocaine, elle a ce que j'appelle, moi, l'instinct scientifique nécessaire pour comprendre, avec un débat bien travaillé, avec le bon langage, et nous semble que la société peut évidemment comprendre ce qu'on dit et est prête à ce débat-là. Au niveau politique, je crois qu'on en a déjà discuté. Politiquement, je crois que nous avons un gouvernement qui est solidaire et qui peut effectivement mener à bien toutes ces réformes que nous souhaitons tous. Alors, moi j'aime bien cette idée, excusez-moi, vous dites nous faisons ça aussi pour nos enfants, c'est-à-dire pour les générations futures, parce que nos enfants partent, ceux qui ont les moyens comme ceux qui n'en ont pas, d'une autre manière. Absolument. Donc c'est vrai que pour retenir un petit peu tous ces jeunes qui sont une source de richesse et de culture pour le pays, doivent rester et doivent évoluer peut-être dans un environnement... S'épanouir. Exactement, tout à fait. Et je pense que cet angle d'attaque ne laissera pas indifférent les personnes, même quand elles sont contre. Je pense que quand on parle aux gens de leurs enfants, c'est une bonne démarche. Et si vous permettez, pour compléter le mot de C. Mohamed Ghaïzi sur l'état des lieux ou l'état de la société, il a parfaitement répondu. Je voudrais juste compléter en deux mots. C'est qu'il y a aussi, au-delà de cet état, il y a ce que nous pensons très modestement être le rôle de l'élite, ou des élites. Et je répète avec beaucoup de modestie. Les élites sont là pour, parfois, à certains moments, inspirer, créer une évolution, parfois des ruptures, mais nous, on n'est pas dans la rupture. Nous sommes dans l'évolution, nous sommes dans l'intelligence, et nous sommes, encore une fois modestement, et nous sommes dans la bonne lecture des choses. Et nous ne voyons aucune contradiction, on en parlera peut-être plus tard, mais nous ne voyons aucune contradiction entre les référentiels, on va dire, traditionnels, et les référentiels auxquels nous référons pour faire les propositions que nous faisons. Oui. Donc, parfois on nous rétorque, oui, mais les sondages ceci, les sondages cela, on ne les conteste pas. Mais par contre, nous insistons sur le rôle que doivent avoir les élites, au sens le plus large du terme, pour tirer la société vers ce que, comme le disait Mohamed, ce que nous croyons être le mieux, en toute responsabilité.
Absolument. Alors, vous parlez de ces référentiels. Alors, justement, est-ce que vous ne pensez pas que le référentiel aujourd'hui utilisé, parce qu'on en a plusieurs, on a l'universel, on a la religion, est-ce que, justement, ce qui bloque, c'est un petit peu cette lecture littéraliste et très passéiste et traditionnelle qui bloque. J'ai vu que dans le livre, donc justement, ces propositions ont été faites avec le concours de ulama qui sont éclairés et qui donnent des pistes, notamment voilà, sous l'angle de la justice. Voilà, on fait ça aussi parce qu'il y a des situations qui sont aujourd'hui relèvent de la justice. Et donc, quand on prend l'angle de la justice, eh bien, on peut trouver des solutions. Donc, tout à fait. Si vous voulez, notre marque à ce collectif, c'est cette démarche. Cette démarche qui part d'une conviction profonde partagée, c'est que notre religion, l'islam au Maroc, ne peut être en aucun cas en contradiction avec les libertés fondamentales. Et quand quelqu'un, au nom de notre religion à nous, celle de nos parents, de nos ancêtres, vient nous dire qu'au nom de la religion, on est en opposition à certaines libertés, on dit non. On dit, nous tous, nous sommes nés dans des familles musulmanes, mais avec un islam ouvert, celui qui est écrit au niveau de la Constitution. Nous avons un islam marocain, modéré, ouvert, et moi, enfin, je ne veux pas parler de moi j'aime bien l'histoire. Et quand on lit l'histoire marocaine, elle est extraordinaire dans cette relation avec la religion elle-même. Il faut que les gens sachent que l'islam marocain a rejeté toujours les extrémismes. Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours, c'est extraordinaire. Moi, je dirais, pour les gens qui connaissent l'histoire, depuis l'an 124 de l'Hégire. Et le Maroc a été toujours indépendant. Il a toujours eu sa façon de comprendre et de gérer l'islam au Maroc d'une façon extraordinaire. On a le sentiment que les quelques politiques que nous avons rencontrés de manière formelle ou informelle commencent eux aussi à ressentir que c'est le bon moment. D'abord, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce que je peux dire aussi en tant que citoyen militant, j'ai beaucoup appris au contact de ces vrais experts, des gens cultivés comme Sigaizi et bien d'autres, Madame Amrani et pas seulement, Maître Lamrani, c'est qu'il y a vraiment, quand on fait l'effort de faire la bonne lecture, bonne entre guillemets, ou sans guillemets d'ailleurs, il n'y a pas de contradiction. Et ça, c'est une chose que moi-même j'ai appris. Il n'y a pas de contradiction entre, on va dire, les référentiels, le Coran, Sharia, la Sunna, et la manière dont nous, on lit le sujet des libertés, des égalités, etc. Peut-être un mot très important qui nous a guidés, c'est la bienveillance. Et je me réfère aux experts qui sont co-auteurs de ce travail, c'est un travail qui est basé sur des valeurs d'islam qui sont l'intelligence, la justice et la bienveillance. Et quand on additionne ces trois valeurs, je vous assure qu'on a un boulevard, je dis bien un boulevard, pour réfléchir d'une manière positive aux propositions que nous faisons. Et un mot peut-être, pardon, si vous permettez, sur les ulama, peut-être un petit scoop, je ne suis pas encore autorisé à les citer, mais il y a eu une évolution récente très importante, c'est que les ulama qui ont été consultés par ce groupe de travail, et le représentant en l'occurrence, ont accepté de sortir sur la place publique incessamment. Donc ça pour nous c'était une très bonne nouvelle, mais ce que disent les ulama ne répondent pas aux questions, attention. Les ulama dans ce document disent quoi ? Le débat est possible. C'est ça. Or, le débat est possible, c'est déjà une première grande étape, très importante. Et ensuite, le débat se fera. Exactement. En toute responsabilité, d'une manière scientifique. Et j'espère sereine. Absolument. Parce que, voilà, mais c'est bien que les ulémas prennent aussi un petit peu leur responsabilité. C'est en train de venir. C'est en train de venir. Alors, donc, j'ai noté, donc, il n'y aura pas de contradiction majeure, même au niveau de la liberté de conscience, avec les lois de l'héritage, avec l'héritage par une non-musulmane ou un non-musulman. Donc tout ça, on peut trouver des solutions parce qu'il faut aussi d'abord se référer, je pense, au texte lui-même et non pas à certaines interprétations. Exactement, les lectures. Alors, justement, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, le code de la famille va changer. Donc ça va être la première pièce maîtresse de ce changement qu'on espère plus global. Mais votre avis sur ça, justement, est-ce que vous pensez que pour arriver à ces libertés, est-ce qu'on doit changer de paradigme? C'est-à-dire, le code de la famille, aujourd'hui, il est basé un peu sur la notion de qiyama, de ta'a, donc cet esprit, l'homme entretient, la femme, et donc tout découle de ça. Et donc, est-ce qu'il faut changer de paradigme? Donc, si vous voulez, notre démarche, elle est, ce qu'on dit, réaliste, pragmatique,
et on a identifié certains points qui nous paraissent immédiatement adoptables. On peut les adopter tout de suite. Et il y a effectivement, il ne faut pas dire que ça va être facile, il y a des points qui vont nécessiter du temps. Et il faudra un débat. Et il y a des choses qu'on pourra... Alors ce qu'on a fait, c'est on a identifié quelques points qui nous paraissent pour nous, qui peuvent passer tout de suite. Lesquels? Tel que vous avez dit, le testament, Tassib. Ah, vous pensez que ça passera crème, ça? Non, on dit beaucoup plus facilement que autre chose qui sont encore plus difficiles à faire changer, beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire on a identifié certains points qui déjà, si on arrive à les faire passer, ça sera une étape majeure. Donc, en gros, pour répondre à votre question qui est au niveau de la démarche, nous avons certains points qui peuvent, entre guillemets, facilement être adoptés tout de suite, et nous avons des sujets qui eux, nécessiteront un débat. Notre démarche, elle part toujours des constantes. Nous partons des constantes du pays, c'est-à-dire l'islam, Imarat al-Mominin, la démocratie et bon, l'unité territoriale, c'est les 4 points. Nous partons de ce contexte et nous croyons que dans le cadre de ce contexte, avec les institutions que nous avons, on peut faire évoluer énormément de choses. Maintenant, quand vous parlez de comment séculariser, ça c'est un autre débat et ça va prendre certainement beaucoup plus de temps. Parce que justement, la liberté de conscience qui figurait dans le projet de la la Constitution actuelle a été retirée. Donc est-ce que... Absolument. C'est une occasion que nous avons ratée en 2011 et qu'il nous tient à cœur de remettre sur la table aujourd'hui. Et peut-être si Ghazi peut élaborer un petit peu sur ce point. Tout à fait. Pour expliquer, pour rappeler notre référentiel. Donc, comme vous avez dit, la liberté de conscience est le pilier de changement d'une société vers une société plus rationnelle, plus juste, plus humaine. Mais nous, ce que nous voulons, c'est une sécularisation à la marocaine. C'est-à-dire une sécularisation qui respecte les constantes. Et nous croyons que c'est possible. Et la liberté de conscience est le meilleur exemple. Nous avons carrément une fatwa de Majlis al-Ulama du Maroc qui dit que la liberté de conscience fait partie de l'essence même de l'islam. Parce que, ça, c'est mentionné noir sur blanc dans le document, et c'est un document officiel du Majlis al-Ulama. Très important. C'est ça? C'est ça, là, il y a plein de choses qui le justifient d'une façon extraordinaire. Nous avons même cité la page de travail. Donc, le cas d'exemple de la liberté de conscience est le meilleur exemple qui montre que la religion n'y est pour rien. Si des gens s'y opposent, c'est pour autre chose. Oui, c'est le côté pouvoir. Beaucoup plus politique. Ouais. Mais pour revenir très rapidement sur les points qu'a évoqué Sil Ghazi, qui sont les points qui peuvent passer très rapidement, et peut-être qu'il pourra les commenter, c'est Tassib, qui n'existe pas dans le Coran, et c'est l'héritage, qui n'a pas du tout la place qu'il a dans le Coran, dans la réalité. Alors, il y a une contradiction. J'aimerais bien qu'on en parle en 2 mots. Voilà. Alors là, c'est certainement beaucoup plus compliqué que nous semblons le dire. Tassib, au fait, en tant que concept, ça veut dire quand il n'y a pas un garçon, on donne le reliquat aux filles. On amène les tantes, on amène les parents, l'âme. On appelle l'âme, le tante et peut-être le père. Ce concept-là, dans le Coran, n'existe pas. Mais il y a des textes qui ont été compris et qu'on vient nous dire, voilà, ça c'est le tassib, et ça n'a rien à voir. Si vous voulez, il y a une façon de comprendre le texte coranique que pour nous, en tant que musulmans, on ne peut en aucun cas le rejeter. Nous croyons, comme a dit Sa Majesté, Amir al-Mouminin, le halal, bien sûr. Mais nous disons qu'il est clair et net quand on lit le texte lui-même, on trouve que le système tassib n'existe pas dans son concept, mais il existe comme chose qui a été comprise en tant que telle. Ou instrumentalisée. C'est le fiqh. Instrumentalisé. Et sur le l'wasiya, l'wasiya, c'est un peu encore mieux, si vous voulez. L'wasiya, nous avons affaire à un hadith qu'on nous dit qu'il est sahih, bon, ça c'est tout un sujet, mais qui va amender une sourate du Coran. C'est grave. Oui.
Et ça, nous, en tant que... On a un esprit scientifique, rationnel, citoyen logique. éclairé, on peut le dire. Et on ne peut accepter que quelque chose hadith puisse contredit. amender le Coran. Non. Maintenant, quand on discute avec nos ulémas à nous, ben, ils nous disent, vous avez raison. Donc, pour nous, le testament devrait passer plus facilement. Donc Oui. ce sont des exemples concrets qui peuvent passer assez rapidement. C'est aussi. Plus concret, plus facile que d'autres. Le testament, en fait, ça a été c'est la première, comment dire, le premier conseil qui est donné dans les textes coraniques. Et ensuite vient la répartition. Et nous, on a inversé. Absolument. Et cette limitation-ci de 30% n'existe pas. N'existe pas au niveau du Coran, c'est un fiqh. Comme vous dites, à chaque fois, C'est le moi poids j'aime d'histoire. beaucoup lire le Coran, c'est toujours Les dettes, oui. après le testament et les dettes. Et nous, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a tout fait pour le rendre irréalisable en définissant des conditions avant et après, tout simplement. Et le testament est devenu impraticable. Tout ce qu'on dit, il faut enlever les contraintes et laisser les gens faire le testament tel qu'ils le voudraient. Nous, on veut revenir à ce que dit le texte coranique, le texte sacré. Voilà, avec une Tout interprétation simplement. beaucoup plus Ce qui est écrit. éclairée. Ce qui est écrit. Oui, Ce qui est écrit. oui, c'est clair. Une lecture, en fait, du Une 21e lecture siècle facile, aussi. simple. Mais littéral. Littéral. Et par rapport alors, au code de la famille, quelles sont pour vous les inégalités qui doivent impérativement changer? On sait, vous avez dit, bon, moi je suis preneuse, Tasseb, etc., le testament, ça peut passer, mais bon, il y a d'autres points. Il y a je sais que vous êtes aussi vice-présidente de Ouladi, donc vous connaissez un petit peu la problématique aujourd'hui de la tutelle, de la garde, et c'est pour ça aussi que vous liez ça à l'article, je crois, 490 ou 491, enfin, il y a le code pénal qui limite un peu les libertés. Tout est lié. Oui. Donc, si vous voulez, tout ce qui est lié à la Moudouana, c'est pratiquement quelque chose qui a été c'est du droit positif. Ça n'a rien à voir. Et nous, avec nos ulémas, ils disent la religion ne peut être que pour défendre l'intérêt des enfants. Systématique, à chaque fois. Quand on leur... Non, pour eux, ce n'est pas un problème. Donc là, nous sommes devant vraiment des lois positives qu'il faut faire évoluer. Et que la femme soit aussi, par exemple, comme vous dites, au niveau de la garde des enfants, si elle se marie, elle perd la garde des enfants. C'est des choses qui ont été perçues après l'ancienne Moudouana et qui sont d'une injustice incroyable. Oui. Si vous voulez, il y a certains éléments, tout ce qui sont liés à la famille, à notre sens, doivent passer sans contrainte, puisque c'est du droit positif, clair et net, et c'est des injustices qui ont fait que la femme soit toujours la victime de ces textes. Pour nous, la justice et la bienveillance sont des valeurs cardinales qui sont incluses dans le Coran. Et on ne veut simplement que les valoriser, les ressortir et les positiver. Donc quand on parle de la justice et la bienveillance, on peut avoir une relecture très musulmane, très islamique même, mais en même temps très moderne. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'il faut changer. Ah oui, oui. Par exemple, il y a aussi l'aspect financier, parce que, alors bon, ok, il y a les textes religieux, mais aussi le côté financier. On sait que devant l'argent, les meilleurs parents du monde, quand ils se séparent, il y a des drames qui se font, donc pension alimentaire non versée, ou bien minimisée. Donc comment faire aussi pour, justement, en prenant en compte l'intérêt de l'enfant, pour sécuriser une famille Donc, comme j'ai dit, tous ces points, pour nous, ils sont beaucoup plus légers, dans le sens où il n'y a rien qui va les bloquer. Et il s'agit du droit positif. Et ces contraintes qui sont apparues après la pratique de la Moudouana doivent changer. Moi, je citerai par exemple la rectitude de la femme.
c'est quelque chose d'incroyable. La rectitude de la femme, donc il y a des textes il suffit qu'on la prenne en photo avec un collègue il y a une terminologie aussi qui est assez violente. Donc il y a tout ça, nous l'avons traité, donc nous avons des spécialistes et nous les avons traités et proposé carrément des solutions concrètes. Donc c'est vraiment une philosophie à changer. Il y a des propositions très terre-à-terre, très techniques qui sont dans ce document, qui sont dans le document de travail, qui répondent à vos dernières questions. Sur la pension alimentaire, sur la garde des enfants, etc. J'espère qu'un grand nombre va vous lire, parce que c'est important. Nous préparons la deuxième réédition. Écoutez, c'est très très bien. Alors l'émission touche à sa fin, malheureusement, alors que ce débat nécessite des heures et des heures. Il est très passionnant en plus, et je suis sûre qu'il intéressera une grande partie de notre société, parce que tout le monde est concerné, parce que l'égalité des femmes, c'est aussi celle des hommes. Ne l'oublions pas. Et être féministe, c'est pas vouloir dire qu'on est contre les hommes. Bien au contraire. La preuve, vous avez 2 messieurs aujourd'hui. Et j'en suis ravie. C'est pour ça que j'invite les hommes, parce que je trouve que c'est encore plus efficace. Alors, ma dernière question, c'est autour de la liberté. Cette émission s'appelle Horaz. Qu'est-ce que pour vous la liberté en 2 mots? Là, c'est un grand sujet. Donc, sujet c'est quelque chose que j'aime. 4 heures, non? Je peux vous le faire sur 4 heures. Mais rapidement, la liberté est un concept que je dis moderne, qui n'existait pas dans notre culture à nous ancestrale. Donc, c'est un concept moderne qui a des préalables. Pour être libre, il faut être conscient et responsable et respectant des lois. Et on s'interdit tout ce qui va nuire aux autres, mais on s'autorise tout ce qui va ne pas les nuire. C'est ça le concept de la liberté qui a été galvaudé malheureusement par tout le monde en l'assimilant à la débauche, et ça c'est une aberration intellectuelle incroyable. Exactement. Moi, si vous me permettez, ça sera plutôt mon mot de la fin. L'objectif, une des méthodes que nous avons cherché à mettre en œuvre, et encore une fois merci pour votre invitation, c'est la mise en confiance des décideurs de ce pays, qu'ils soient des législateurs, qu'ils soient de l'exécutif, qu'ils soient de la presse, qu'ils soient du gouvernement. C'est leur montrer qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il y a une possibilité d'une lecture franche, sérieuse, responsable et moderne sur une société qui restera toujours musulmane et qu'il n'y a pas de contradiction. Et cette mise en confiance peut permettre d'avoir un débat ouvert, comment dire, et non pas avec de la crispation et de l'inquiétude. En tout cas, merci beaucoup Jaïl Mlabbès Tarji, merci Mohamed Gaizi pour cet échange et cet éclairage important. Je rappelle que vous êtes membre du collectif qui vient de publier Liberté fondamentale au Maroc, proposition de réforme, aux éditions Le Fennec en avril 2023, là j'ai oublié de rectifier, donc qui est un vrai manifeste, un plaidoyer pour... un document de travail. Un document de travail qui, j'espère, va pouvoir enrichir le débat à venir et voilà. En tout cas, je suis sûre qu'il se lit très facilement et donc j'espère que vos ventes vont exploser. Merci encore. Merci madame, merci beaucoup. Merci. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure et même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.